Bonjour et bienvenue sur The Crime Reel. Pour la narration des faits divers d'aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire de Casey K. Ray, un instituteur de l'Idaho aux États-Unis. Dans une affaire qui a connu des rebondissements et des coïncidences inhabituelles avant sa résolution finale. Casey était né le 30 septembre 1969 à Brawley, en Californie. Elle était le troisième enfant de Leo et Judith Ray. En 1971, la famille a déménagé à Twin Falls, dans l'Idaho, avant de s'installer à Bull, dans l'Idaho, en 1976. Casey a obtenu son diplôme de l'école secondaire de Bull en 1988 et a ensuite fréquenté l'université de l'Idaho. Elle a passé quelque temps à voyager en Europe, a travaillé comme nourrice à Long Island, New York, et a également aidé dans l'entreprise piscicole de sa famille. Elle a obtenu son diplôme universitaire en 1997 avec une licence en éducation et a travaillé quelque temps comme enseignante remplaçante avant de commencer le métier de ses rêves, en tant qu'institutrice de première année à l'école mémoriale de Rupert. Elle était le genre d'enseignante vers laquelle les enfants étaient en train naturellement attirés et elle était appréciée aussi bien par ses collègues, ses élèves que par les parents. Le jour de Noël 1999. Casey, âgé de 30 ans, a passé la matinée avec ses parents avant d'aller rendre visite à son petit ami, John Miltenberger, à Twin Falls. Dans l'après-midi du 26 décembre, ils sont allés voir un film au cinéma. Casey a quitté la maison de John vers 16h pour rentrer chez elle, au cours des jours suivants. Casey n'a pas contacté son petit ami ni sa famille et a manqué 2 rendez-vous chez le médecin. Le mercredi 29 décembre, sa famille a signalé sa disparition. La police a rencontré le petit ami de Casey, John, chez elle, sur Highland Avenue à Burley. Aucun signe d'effraction, de vol ou de désordre. Ses vêtements étaient toujours dans l'appartement et sa voiture était dans l'allée. Les clés de Casey, son sac à main et l'un de ses manteaux manquaient. Le plus préoccupant, c'est que son chien adoré avait été laissé sans surveillance ni soin dans le jardin, sans aucun signe de violence. La police ne pouvait pas l'exclure et a commencé à interroger les voisins et les amis de Casey pour voir s'ils pouvaient déterminer où elle se trouvait. Au fil des jours, sans aucune nouvelle de Casey, tout le monde devenait de plus en plus inquiet. La police a sollicité l'aide de la communauté et diffusé une description. Casey mesurait 1,73 m, pesait environ 52 kg et avait de longs cheveux foncés ainsi que les yeux marrons. La dernière fois qu'elle a été vue, elle portait un pantalon en velours noir et une veste polaire violette avec San Francisco imprimé sur le devant. Le vendredi 31 décembre, une fouille a été organisée dans la zone entourant la maison de Casey. 22 membres de l'équipe de recherche et de sauvetage Mini Cassia, accompagnés de chiens renifleurs, ont passé plusieurs heures à fouiller le quartier et les champs voisins, mais ils n'ont rien trouvé. Un chien de Saint-Hubert a flairé une odeur, et les canaux, fossés, remises et dépendances ont été fouillés, mais aucune trace de Cassia n'a pu être trouvée. Vers 16h30, le samedi 1er janvier 2000, la police a reçu un appel d'un agriculteur du côté sud de la ville, à environ 21 km de la maison de Cassia. Cet agriculteur avait découvert le corps d'une femme, manifestement assassinée. Bien que l'identification prenne plus de temps, le corps correspondait à la description et aux vêtements de Cassia lors de sa dernière apparition. La zone autour du corps a été minutieusement fouillée et des traces de pneus récentes ont été trouvées. Un moulage de la bande de roulement du pneu a été réalisé. Lorsque l'autopsie a été terminée, elle a révélé que Casey avait été agressée sexuellement et poignardée à plusieurs reprises. Elle s'était défendue contre son agresseur et avait des blessures qui suggéraient qu'elle avait peut-être blessé celui-ci pendant l'altercation. D'une part, elle avait une marque de dent à l'endroit où elle avait frappé son agresseur à la bouche, ce que la police pensait pouvoir avoir entraîné une blessure à la lèvre, à la bouche ou aux dents chez l'auteur des faits. La cause de sa mort a été déterminée comme étant une blessure par arme blanche au cou qui a sectionné son artère carotide, la faisant mourir d'une hémorragie, en quelques minutes après que la blessure ait été infligée.
La communauté locale a été choquée que le meurtre ait eu lieu dans leur petite ville, qui était généralement considérée comme un endroit sûr et convivial où vivre. Lorsque l'affaire est passée d'une disparition à une enquête pour meurtre, la police a commencé à établir une chronologie des événements qui ont conduit à la disparition de Cassie. Après avoir quitté la maison de John vers 16 h le 26 décembre, elle s'est rendue à l'école primaire Mémorial à Rupert, où elle travaillait. Elle a été vue à l'école à 17h05. Elle s'est ensuite rendue dans une épicerie où elle a effectué un retrait au distributeur automatique à 17h50 et a acheté du lait, après quoi elle est rentrée chez elle. Il semblait qu'elle n'était rentrée chez elle que depuis peu de temps, car de nombreux objets, comme la gamelle du chien, étaient encore rangés dans son sac. En parlant avec ses amis et sa famille, la police a dressé le portrait d'une femme charmante, orientée vers la famille, qui menait une vie simple et tranquille. Elle adorait son chien et ils n'ont trouvé personne qui lui en voudrait ou qui aurait une raison de lui faire du mal. Dans de tels cas, les soupçons se portent souvent sur le partenaire de la victime, surtout lorsque ce partenaire a été la dernière personne à voir la victime vivante. Le petit ami de Casey a été amené pour être interrogé. Il a coopéré et s'est montré utile avec la police. Ils lui ont demandé un échantillon d'acide désoxyribonucléique, ce qui leur permettrait soit de l'inclure, soit de l'exclure de leur enquête. Il n'a eu aucun problème à fournir cela. Lorsque les résultats de cet acide désoxyribonucléique sont revenus, il a été constaté qu'il ne correspondait pas à l'acide désoxyribonucléique retrouvé sur la scène du crime. Et Jonathan a été écarté de l'enquête. Rien n'indiquait qu'il ait eu la moindre implication dans le crime. La police a alors reçu un tuyau de la part de quelqu'un qui pensait qu'un membre de sa famille pouvait être responsable du meurtre. Cette personne a déclaré qu'un certain George Adams avait parlé de sortir avec une institutrice. La personne n'a pas pu se souvenir du nom de l'institutrice, seulement qu'il rimait. Ils ont ajouté qu'ils avaient énormément peur de George et que c'était le genre de personne dont ils ne seraient pas surpris d'apprendre quelque chose, avait commis un crime horrible. Les enquêteurs avaient maintenant un suspect. Ils se sont rendus à l'appartement de George pour l'interroger. À leur arrivée, son appartement était vide, il avait fait ses valises dans la nuit et était parti. L'équipe médico-légale a trouvé du sang sur le cadre de la porte lors de l'examen de l'appartement. Un prélèvement a été effectué et envoyé pour une analyse acide désoxyribonucléique. Toute l'enquête était centrée sur la traque de George. Il travaillait sur un chantier et la police a appris qu'il s'était rendu chez son employeur pour toucher son salaire. Lorsque l'employeur a dit qu'il n'avait pas autant d'argent liquide, George a répondu qu'il prendrait simplement ce que l'employeur avait et que cela lui conviendrait. Le propriétaire de George a déclaré qu'il était parti si précipitamment dans la nuit du 26 décembre qu'il n'avait même pas attendu qu'on lui rende sa caution. La police a parlé à la famille de George et il a été découvert qu'il avait accepté un travail dans le bâtiment en Iowa à environ 2400 km de là. Ils se sont rendus sur place pour l'interroger et ont immédiatement trouvé son comportement suspect. George a affirmé qu'il ne connaissait pas Cassie et que la raison pour laquelle il avait quitté son appartement si brusquement la nuit où elle a été assassinée n'avait aucun rapport avec l'affaire. Et tout simplement parce qu'il était nécessaire de toute urgence sur un chantier de construction dans l'Iowa, le travail payait mieux, donc il n'est pas resté à attendre que sa caution lui soit rendue. Les détectives ne l'ont pas cru et ont dit qu'il devrait passer un test au détecteur de mensonges pour prouver son innocence. Il a accepté. George a échoué au test, il mentait sur quelque chose. Un mandat du tribunal a été obtenu pour prélever l'acide désoxyribonucléique de George et la police attendait avec impatience les résultats afin de pouvoir porter des accusations. Lorsque les résultats acide désoxyribonucléique sont revenus, leur dossier s'est effondré. Ce n'était pas une correspondance, les enquêteurs n'avaient dû plus rien et l'affaire était en train de se refroidir. En mars 2001, les parents de Cassie avaient offert une récompense de 10 000 $ et la police avait déclaré qu'elle était convaincue que plus d'une personne était responsable du meurtre. Des progrès ont été réalisés en coulisses, mais il faudrait encore 2 ans avant que ces avancées ne soient rendues publiques. Le 6 juin 2003, une conférence de presse a été organisée au cours de laquelle il a été annoncé que la police inculpait un homme de 31 ans du nom de Troy David Alonso. Au moment du meurtre de Casey, Troy était déjà incarcéré au pénitencier d'État de l'Idaho,
purgeant une peine de 30 ans pour agression aggravée. Il avait été arrêté pour cette agression aggravée juste après la découverte du corps de Casey. En juillet 2002, les enquêteurs avaient reçu un appel du laboratoire médico-légal de l'État de l'Idaho indiquant qu'une correspondance acide désoxyribonucléique avait été trouvée après qu'un détenu de l'État ait subi un test acide désoxyribonucléique de routine. Les détectives sont alors allés interroger Troy, au cours de laquelle il a nié avoir le moindre lien avec le meurtre de Casey. Il a affirmé qu'il n'avait jamais vu Casey, qu'il ne savait rien à son sujet et qu'il n'avait jamais eu de contact sexuel avec elle. Cependant, lorsqu'on lui a présenté la preuve acide désoxyribonucléique, il a craqué et a demandé « D'accord, qu'est-ce que vous voulez savoir ?» Troy a ensuite expliqué en détail ce qui s'était passé. Il a dit qu'il avait vu Casey entrer dans l'épicerie le 26 décembre 1999 et qu'il avait attendu qu'elle réapparaisse. Il l'a ensuite suivie et a observé pendant qu'elle entrait chez elle. Il a ensuite poursuivi en disant « Je me suis avancé jusqu'à la porte d'entrée, puis je l'ai attaqué et je l'ai maintenu au sol. Et j'ai dit « Écoute, je veux juste ton argent. » Le chien a sauté et s'est mis à grogner. Elle disait « Ne fais pas de mal à mon chien, ne fais pas de mal à mon chien, je ferai tout ce que tu veux, mais ne fais pas de mal à mon chien. » Et en fait, j'ai mis le chien à l'arrière. Elle m'a donné son sac à main et l'argent qu'elle avait dedans. Après cela, il l'a agressée sexuellement et l'a forcée à monter dans sa voiture. Il a ensuite ajouté que j'ai décidé de l'emmener à la campagne. Et simplement, vous savez, la laisser sur le bord de la route où elle pourrait marcher jusqu'à, vous savez, la maison de quelqu'un. Interrogé sur son revirement et sa décision de la tuer, il a simplement répondu « Franchement, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je l'ai emmenée là-bas, j'ai un peu paniqué et j'ai fini par la tuer. » Troy, qui n'avait jamais été suspecté jusqu'à ce que son acide désoxyribonucléique soit prélevé, a été inculpé d'un chef de meurtre au premier degré et d'un chef d'utilisation d'une arme mortelle. Lors de la commission d'un crime, le ministère public a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de demander la peine de mort, une décision soutenue par les parents de Casey, affirmant qu'il devait y avoir justice dans cette affaire. Nous aimons notre fille et elle nous manque, et notre douleur ne disparaîtra jamais. Même si nous ne le brûlons pas, Dieu va le brûler en enfer. Le 12 avril 2004, Troy a plaidé coupable de meurtre au premier degré dans le cadre d'un accord de plaidoyer, ce qui a entraîné l'abandon des accusations d'agression sexuelle. Le procureur Al Baris a déclaré « Nous abandonnons ces accusations dans le but de clore une affaire qui dure depuis plus de 4 ans. » Ainsi, sa famille n'en a pas à tout revivre. Lors du procès qui était prévu pour juin, au tribunal, Troy a déclaré qu'il avait emmené Casey sur le site isolé. Il s'est battu avec elle, l'a poignardée plusieurs fois avec un couteau de sa poche, puis frappé avec une barre de fer. Son avocat commis d'office a donné des détails sur l'enfance difficile de Troy, expliquant que Troy avait été attiré vers des comportements sexuels déviants et exposé à la pornographie lorsqu'il était enfant. L'avocat a affirmé que Troy voulait uniquement voler Casey ce jour-là, sans intention d'agression sexuelle. Cependant, ses pulsions sexuelles ont dominé, puis il s'est inquiété de manquer de temps pour quitter la ville. S'il laissait Casey chez elle à portée d'un téléphone, il a décidé qu'il la conduirait dans un endroit isolé et la laisserait partir. À son arrivée, il a alors décidé de rendre Casey inconsciente pour gagner du temps. Après l'avoir frappée, il est devenu plus paranoïaque quant à sa fuite et a décidé de la tuer. Troy a fui à Reno, Nevada, puis à San Francisco, Californie, où il a eu recours à la prostitution pour subvenir à ses besoins. Il a refoulé le meurtre de son esprit. Son avocat a ajouté que lorsque Troy est revenu et a vu les reportages à la télévision et dans les journaux, il n'arrivait pas à croire qu'un tel crime ait eu lieu à Burley. Peu de temps après son retour, Troy a été reconnu coupable du cambriolage d'une femme dans le comté de Power et avait déjà été condamné pour agression aggravée. Cette condamnation n'était pas sa première. 10 ans plus tôt, il avait été accusé d'abus sexuels sur un enfant de moins de 16 ans et avait purgé 5 ans de prison. Il était également soupçonné, mais non inculpé, dans plusieurs autres affaires, dont beaucoup se sont produites peu de temps avant le meurtre de Casey, dans lesquelles un homme habillé en femme, portant du rouge à lèvres rouge et une perruque, se présentait au domicile de femmes, agissant de manière suspecte et demandant à utiliser leur téléphone. Beaucoup de ces femmes pensaient que l'homme les avait suivies depuis une épicerie jusqu'à chez elles.
En septembre 2004, Troy a été condamné à la prison à vie, sans libération conditionnelle. Il est resté impassible lorsque la sentence a été prononcée, puis il a exprimé des remords pour le meurtre, affirmant que son enfance avait influencé les décisions qu'il avait prises à l'âge adulte. J'aimerais pouvoir revenir en arrière et lui rendre la vie, mais je ne peux pas. J'aurais préféré que vous me donniez la peine de mort. La mère de Casey, Judith Ray, a déclaré que cet animal cruel et sans cœur a tout détruit d'un coup de couteau et d'un coup de pneu. Du fer. Troy David Alonzo est un homme maléfique. Je déteste cet homme, et je le détesterai pour le reste de ma vie. Moins de 2 ans plus tard, le 25 juillet 2000, Sis Troy est décédé de cause naturelle alors qu'il se trouvait à l'Institut du département des corrections de l'Idaho à Boise. Cela conclut l'histoire d'aujourd'hui sur le meurtre bouleversant de Casey Carey. Veuillez vous abonner si vous êtes nouveau sur cette chaîne et laissez vos commentaires ci-dessous. Nous avons juste un peu de temps pour un petit délit. Aujourd'hui, nous avons Luna, une chatte de 3 ans qui est toute molle et mignonne. Mais quand vous tournez le dos, absolument tout peut arriver. En général, c'est juste un câlin soudain. Ravi de te rencontrer, Luna, et merci à Laura de Denver, Colorado. Jennifer du Massachusetts a envoyé son chat Marbles. Marbles est un chat recueilli et elle est aimée par Jennifer et son mari. Marbles est un chat d'intérieur, mais elle essaie quand même de chasser les tamias qui se nourrissent d'un péché tout proche, de l'autre côté du grillage. C'est vraiment merveilleux de rencontrer Marbles. Merci à Jennifer d'avoir envoyé les photos, merci beaucoup d'écouter le Crime Rail. Restez prudents, au revoir PST. Il existe un documentaire télévisé sur cette affaire intitulé Cross-Dressed to Kill. Il a été réalisé en 2013. Au revoir.